Pierre, tu as la parole. Bonjour, merci aux organisateurs de me faire parler de l'allègement, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il y a mes liens d'intérêt sur cette diapo. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on va alléger ? On va alléger pour épargner des classes thérapeutiques ou des molécules, souvent au départ parce qu'il y avait des problèmes de toxicité présente à court terme ou toxicité attendue et probable à long terme, ce qui amène à une simplification de la prise des médicaments. On espère à une augmentation de l'adhésion au traitement de la part des patients, à une amélioration de la qualité de vie au quotidien. Et puis enfin, un des arguments importants, c'est la réduction des coûts et du suivi de santé pour les patients. Alors en fait, c'est un concept qui est extrêmement vieux, qui est le concept induction-maintenance, où on commençait avec les trithérapies anciennes, avec des traitements dits lourds, chez des patients qui étaient fortement immunodéprimés et avec des pathologies opportunistes associées. Mais on était limité rapidement par la toxicité des trithérapies anciennes, ce qui a conduit à essayer de faire des allègements secondaires pour une maintenance thérapeutique allégée. Donc il y a eu plein d'essais anciens qui ont donné des résultats, Trilège par exemple, les monothérapies d'IP, mais avec un écueil qui est arrivé assez rapidement, qui était lié à des échecs, d'ailleurs souvent liés aux problèmes d'observance, et ce qui fait que ces combinaisons à l'époque, dans les années 2000, n'ont pas été complètement retenues. Ce qui est actuellement retenu, c'est ce type d'allègement-là. Alors je ne vais pas reparler de la simplification thérapeutique, diminution des comprimés, diminution des doses et diminution des prises, puisque ça, c'est des choses qui sont déjà un petit peu obtenues pour l'instant et acceptées. Mais je vais me focaliser en fait sur deux types d'allègements, qui sont d'une part ce qu'on appelle les traitements intermittents à cycle court, c'est-à-dire les traitements 4 et 5 jours sur 7, et puis d'autre part, les allègements en bithérapie, puisqu'il y a beaucoup d'études actuellement pour se défendre sur ces bithérapies. Je ne reparlerai pas des monothérapies d'antiprotéase et de dolutegravir, qui ont été essayées, mais qui ne marchent pas suffisamment pour avoir été retenues. Alors, les bithérapies, il y a donc énormément d'essais, et il y a en fait 4 groupes de combinaisons qui font l'objet d'études et qui ont donné des résultats déjà importants. Il y a d'abord l'association de 3 TC d'antiprotéases, avec toutes les antiprotéases ont été essayées, et la non-infériorité a été démontrée dans la plupart de ces études. Deuxièmement, les antiprotéases associées à une anti-intégrase, où là, il y a des résultats qui sont un peu moins solides dans les études, même si les résultats sont positifs, du fait soit d'interactions médicamenteuses, par exemple dolutegravir, darunavir, soit pour le raltegravir, darunavir, le fait qu'il y a eu un peu plus d'échecs dans l'essai NIT 001, mais qui était une étude faite chez les patients naïfs, donc à charge virale élevée, ce qui explique probablement que les patients avec charge virale élevée avaient un peu plus d'échecs sous cette combinaison. Troisième combinaison, c'est les anti-intégrases avec des non-nucléosidiques, et on va reparler de la combinaison dolutegravir rilpivirine qui a démontré sa non-infériorité. Je ne reparlerai pas plus des essais avec le raltegravir et etravirine, mais il y a eu des démonstrations récentes de son efficacité en maintenance. Et puis dans le même groupe, il y a les traitements de longue durée d'action en nanoparticules qui sont la même problématique. Et puis enfin, dernière combinaison, association 3-TC plus dolutegravir, avec plusieurs études déjà publiées, mais des études avec un nombre limité de patients, qui sont souvent en cohorte, ou des études contrôlées, mais avec peu de patients, ce qui fait qu'on ne peut pas encore affirmer la non-infériorité par rapport à une trithérapie. Rapidement, quelques exemples de ces études de bithérapie en maintenance.
j'ai remis une des dernières qui est l'essai dual G-SIDA, où il n'y a pas de différence de résultats entre la bithérapie 3-TC darunavir boosté et trithérapie. Et on voit déjà à droite que, il y a une flèche, qu'il y a effectivement des modifications sur la tolérance biologique de la bithérapie, mais dans cet essai, il semble que ces modifications soient liées essentiellement à l'arrêt du tenofovir. Et donc on ne peut pas dire forcément que c'est mesurable que la réduction en bithérapie apporte une différence significative sur le plan biologique. J'ai remis là aussi rapidement l'étude Moby Deep, qui est un contexte différent puisque c'est dans les pays du Sud, avec une comparaison en deuxième ligne de la monothérapie d'IP contre la bithérapie 3-TC plus antiprotéase. Ce qui est intéressant dans cette étude, et c'est pour discuter un peu des facteurs qui peuvent assurer ou ne pas assurer le succès d'une bithérapie, c'est que ces patients en deuxième ligne avaient pour 96% d'entre eux une résistance au 3-TC, et pour autant, en bithérapie 3-TC plus antiprotéase, il y a un taux de succès extrêmement important. Deuxième groupe de combinaisons, anti-intégrase plus non nucléosidique. Christine Katlama vous a montré le fait que cette combinaison, dans une étude large avec un nombre important de patients, 500 patients par bras, montrait la non-infériorité de la combinaison en bithérapie par rapport à la poursuite de la trithérapie. Et donc c'est maintenant une combinaison qui est acceptée, disons, par tous. Exactement dans le même système, dérivé d'anti-intégrase, le cabotegravir avec la rilpivirine en nanoparticules à longue durée d'action, où là aussi, il y a une efficacité de cette combinaison en maintenance en bithérapie. Ici, il y a un tout petit effet plus favorable dans le groupe injection toutes les 8 semaines, mais qui n'est pas lié à l'efficacité virologique, qui est lié au fait qu'il y a plus d'interruptions dans les injections à 4 semaines du fait des effets secondaires des injections. Et puis enfin, dernière combinaison, le 3-TC dolutegravir. Donc avec l'essai Lamidol sur 104 patients inclus, il y a 3 échecs virologiques à 1 an. Et donc cette combinaison marche chez ces patients qui n'avaient pas de résistance au 3-TC. Une dernière étude 3-TC plus dolutegravir montrée à Milan au Congrès européen montre des résultats également favorables de la combinaison 3-TC dolutegravir, avec cependant 45 patients par bras, ce qui est une puissance insuffisante pour démontrer la non-infériorité. Alors, sur cette histoire de résistance, j'ai remis l'étude récente de la CROI 2018 de nos collègues italiens qui ont rétrospectivement analysé toute leur cohorte de patients en bithérapie, et ils montrent qu'il n'y a pas de différence entre, je ne trouve plus la flèche, voilà, entre les patients qui avaient dans leur historique une mutation 184V et les patients qui n'en avaient pas. Il y a autant de succès, donc en bithérapie. On voit simplement que les patients qui ont eu dans l'histoire une mutation 184V ont un peu plus de blip, ici, et qu'un facteur qui paraît important est la durée d'indétectabilité, c'est-à-dire que les patients en gris que vous voyez mal en bas, qui ont une durée d'indétectabilité plus courte, moins de 6 ans, depuis la connaissance de la mutation 184V, ont moins de succès thérapeutique que les patients même qui ont une 184V dans leur historique, mais avec une charge virale indétectable depuis plus de 6 ans. Et puis, il y avait 2 études qui nous apportent des données de résistance sur les bithérapies montrées à Milan également.
cette étude de la cohorte espagnole qui montre que rétrospectivement, ils ont un peu plus d'échecs ici à droite en trithérapie contre en bithérapie, mais c'est rétrospectif sur une analyse de toute la cohorte de patients. Que ça, c'est vrai aussi pour les patients en dolutegravir trithérapie contre dolutegravir bithérapie, et qu'il y a une durabilité du traitement, c'est-à-dire un switch plus précoce chez les gens en bithérapie que chez les gens en trithérapie. Donc c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on attendait. Et puis il y a cette étude des collègues virologues de la Pitié-Salpêtrière qui là aussi ont pris les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire analyser des patients en trithérapie, mais surtout en bithérapie, en échec, et regarder quelles sont les résistances. Et ce qu'on voit en fait, c'est que si sous anti-intégrase, avec un deuxième agent, on ne voit pas ou très peu de mutations sur l'intégrase, on peut voir apparaître des mutations sur les traitements combinés, c'est-à-dire sur le 3TC ou sur les non-nucléosidiques, quand ils sont associés et qu'on a un échec. Enfin, dernier point sur les bithérapies, une diapo sur le coût, avec cette étude de modélisation du coût global de la prise en charge et du traitement aux États-Unis, qui montre que, en calculant ça, vous avez à droite, ça vient pas, là, à droite le traitement classique en trithérapie avec l'ensemble des coûts associés, et à gauche le traitement en bithérapie ou l'induction maintenance avec une trithérapie initiale et une bithérapie secondaire. Et on voit une différence importante du coût global au cours de la vie, avec une meilleure qualité de vie, une augmentation du nombre d'années à qualité de vie satisfaisante, avec une réduction du coût. Deuxième stratégie d'allègement, les cycles courts. Alors, cette histoire est ancienne aussi, et elle est partie d'observations cliniques du fait que des patients qui avaient une observance suboptimale restaient en succès thérapeutique. Et puis, il y a eu des réflexions un peu plus théoriques, par exemple sur ces études de Jean-Jacques Parianti qui étudiait l'observance, ici sous efavirenz, trithérapie avec efavirenz, et qui montre ici qu'il n'y a pas de patients en échec à moins de 6 jours consécutifs d'interruption. Une autre étude théorique qui est faite in vitro, enfin plutôt ex vivo, qui étudie la reprise des cycles de réplication virale à l'arrêt du traitement. Et là encore, il montre que le premier événement de réplication virale qu'ils arrivent à mesurer survient au bout de 6,3 jours, en fait 5 à 8 jours, suivant les patients. Et donc, on a l'impression qu'il peut y avoir un phénomène de latence à la reprise de la réplication virale, si on croit cette explication-là. Alors, sur le plan des études, il y a eu d'abord pas mal d'études sur le traitement 5 jours sur 7 sous efavirenz, donc sous non-nucléosidique, avec l'étude photo, une cinquantaine de patients, avec des résultats qui sont favorables à 5 jours par semaine. Et puis, une étude randomisée, mais là aussi avec une cinquantaine ou soixantaine de patients par bras, en Ouganda, où il n'y a pas de différence à plus d'1 an entre des patients maintenus à 5 jours sur 7 contre des patients en traitement continu. L'étude Brazer a été randomisée à plus de patients, 100 patients par bras, et traitait en maintenance des enfants et des jeunes adolescents et adultes, suivis 1 an, avec là aussi une non-infériorité, pas plus d'échecs dans un bras que dans l'autre, et pas de modification de l'ADN proviral. En France,
c'est Jacques Lebovitch qui avait initié un peu cette combinaison avec ses patients. Et on avait essayé de reprendre un peu toutes les données de Jacques Lebovitch, rétrospectivement. D'abord sur 48 patients, ensuite sur 94 un peu plus tard. Et ce qui montrait chez ces patients, c'est qu'à 4 jours par semaine, ils ne voyaient pas d'augmentation de blip et pas d'échappement virologique. Et que simplement, chez des patients qu'ils traitaient moins, c'est-à-dire à 3 jours et 2 jours par semaine, on commençait à avoir des échappements et une augmentation des blips. Et ça a été confirmé dans l'étude avec 94 patients, où il y a en fait 12 échecs à 4 jours ou 3 jours ou 2 jours par semaine. Et puis, on a fait donc à partir de ça l'étude ANRS 4D, qui est une étude pilote non comparative, 100 patients en trithérapie classique mis 4 jours par semaine et 3 échecs virologiques, dont au moins 2 d'entre eux sont des défauts d'observance confirmés par les résultats des dosages plasmatiques. Sur le troisième, on ne sait pas. Ce qui est intéressant de voir, c'est quels étaient ces 100 patients inclus dans 4D qui ont été réduits. En fait, ils étaient sous 2 tiers sous non-nucléosidiques, rilpivirine et efavirenz, 1 tiers sous antiprotéase. Et on peut voir, si on reprend les critères un peu d'avant, que ces patients avaient en moyenne une charge virale indétectable depuis 4 ans, donc une relativement longue durée d'indétectabilité, comme on le voyait tout à l'heure. Dans cette étude, on a été rassuré par le fait qu'on ne voyait pas du tout de modification de l'ADN proviral au cours du temps, pas d'augmentation, et que les marqueurs sériques d'activation inflammatoire n'augmentent pas. Il y a même le CD14 soluble qui diminue significativement entre J0 et S48. À la suite de cette étude, on a donc démarré l'essai Quatuor de la NRS pour avoir une étude comparative sur un nombre significatif de patients. 640 patients ont été inclus en 3 mois. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va pouvoir avoir des résultats sur les anti-intégrases 4 jours sur 7, puisque 47% des patients inclus sont sous anti-intégrase. Donc on va suivre ça, bien sûr. Donc, si on résume un peu quels sont les critères qui ont été discutés pour pouvoir alléger, je pense qu'on peut retenir que la durée de traitement et la durée du contrôle virologique sont probablement importants. Dans les essais, c'était une charge virale indétectable depuis plus d'1 an pour permettre les inclusions dans la plupart des essais. On voit que dans tous ces essais, généralement, il y avait 4 à 5 ans de traitement efficace. Et donc, probablement, il faut avoir un traitement de façon continuellement efficace pour être sûr de ces traitements allégés de maintenance. Les antécédents de résistance, bien sûr, si on est résistant aux molécules en cours, ça va être probablement plus difficile, sauf avec le problème du 3TC que je vous ai signalé, qui fait que peut-être le 3TC est à part et qu'il garde un intérêt dans les combinaisons doubles, même en cas d'antécédents de résistance. Là encore, on l'a vu dans l'étude italienne, antécédents de résistance ancienne en fait, avec une longue durée de non-réplication depuis ce génotype effectué. Nadir CD4 et niveau de charge virale, on ne voit pas en fait dans les études de facteurs prédictifs du succès ou de l'échec. Et donc pour l'instant, on ne peut pas retenir ça comme facteur. Sûrement ce qui joue, c'est la classe d'antirétroviral pour des raisons pharmacologiques, en fonction peut-être de la demi-vie plasmatique, en fonction aussi de leur barrière génétique à la résistance, qui est peut-être un facteur également. Enfin, des choses qui ont été peu évaluées jusqu'à présent, c'est la compartimentalisation éventuelle du VIH chez certains patients qui pourraient compromettre l'efficacité de ces allègements. Pour l'instant, on n'a pas de données et il faut garder ça probablement en tête. Donc, en conclusion, a priori, l'allègement thérapeutique est possible et souhaitable chez la grande majorité des patients.
sauf les patients qui ont une charge virale indétectable depuis peu de temps, qui ont des blips répétés, qui ont une résistance aux molécules en cours ou qui ont une atteinte neurologique liée au VIH. Et on a deux types de stratégies qui sont validées ou en cours de validation, qui sont soit les traitements à cycle court intermittent, 4 jours sur 7, soit les bithérapies, dont les résultats sont assez solides maintenant. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre d'avoir respecté le temps. Ça nous autorise à prendre une question brûlante dans la salle. Est-il quelqu'un qui a une question à poser? Bon, donc tu nous as tous convaincus. Ah bon, il y a une question. Charles? Pierre? Charles. Vas-y Charles. Y a-t-il un micro, s'il vous plaît? Merci pour cette présentation. J'ai une question brûlante. Quand je reviens sur la conclusion, où vous dites que les bithérapies marchent lorsque la charge virale est contrôlée, je n'ai pas vu l'étude qui m'a montré que ça ne marche pas lorsque la charge virale n'est pas contrôlée. Parce que la question, c'est juste parce que dans une stratégie de transition, nous avons envie de passer au protocole dolutegravir, même chez les patients chez qui on ne connaît pas la charge virale. Est-ce que c'est vraiment débile? Oui, je pense que là, le sujet était le traitement de maintenance. Et donc, l'a priori était de s'intéresser à des patients contrôlés au départ, dans cette présentation. Mais effectivement, il y a un certain nombre de données qui vont dans le sens que vous soulignez, c'est-à-dire qu'une bithérapie avec des combinaisons sans résistance à ces deux molécules vont être efficaces certainement. Et par exemple, on a des données dans Moby-Deep que je vous ai montrées qui vont dans ce sens-là. Probablement des combinaisons dolutegravir et rilpivirine chez des patients qui n'ont pas de résistance à la rilpivirine vont être efficaces aussi. Donc je suis d'accord avec vous en fait. Merci Pierre. Donc on passe